A very good morning, good afternoon to all who has Bonjour connected à toutes et à tous. today with us. Excellencies, distinguished Excellences, partners, it's a Mesdames et pleasure Messieurs to les be with you partenaires, today at the nous sommes UPC très heureux as we de welcome vous you to the souhaiter la launch of bienvenue white paper au lancement on du livre safety blanc and security sur la in sécurité tourism. et la sûreté I dans would le like to start tourisme. first of all Je by voudrais expressing our commencer sincere par thanks adresser nos to the sincères Secretariat of State remerciements et to the toute African notre Development gratitude Agency à in l'Agence de Nairobi, développement de l'Union as africaine, well à as Oudanepad, represented here by its CEO, représentée Dr. à cette Mayaki, réunion par and le also the secrétaire West exécutif, le African docteur Economic Mayaki, and Monetary et aussi à l'Union Commission, économique et monétaire ouest-africaine, represented by Vice Commissioner l'UEMOA, Mr. Jakit. représentée par son commissaire, M. Both Jakit. partners have Et ces deux worked partenaires with us to ont realize this travaillé avec vision. nous pour mener à bien ce projet. Fostering resilience is one of the Le core renforcement de la priorities résilience est l'une des of the priorités Horn of centrales Africa Tourism du Programme. programme d'action de l'OMT pour l'Afrique, And I would tourisme et like croissance today to inclusive. respond to this key Et à need. ce titre, et pour répondre à ce We have besoin worked crucial, with the two nous avons agencies travaillé avec mentioned, les deux Laudanepad institutions and que j'ai UEMOA, citées, on the l'Audanepad elaboration of et this white l'UEMOA, paper on pour élaborer ce safety and livre blanc security in tourism. sur la sécurité et la sûreté dans le tourisme. Come to fruition with Ce the support travail of a many colleagues bénéficié in du soutien de Nairobi, nombreux collègues en represented interne by à the West, l'OMT, mais aussi and d'experts African Council as internationaux qui well, sont avec nous ici aujourd'hui également, specialized UN et agencies aussi such as the d'institutions European spécialisées Union, des Nations not Unies to comme mention our l'ONUDC colleagues et who d'autres also partenaires join us on clés this platform today. qui sont So présents our aujourd'hui sur sincere cette gratitude and plateforme. appreciation Donc, merci goes beaucoup also to our member states, à not only nos from the États African membres, region, et but pas seulement de la also région Afrique, mais du monde entier. particularly Colombia, Je citerai Kenya, la Colombie, le Morocco, Kenya, Mauritius, le Maroc, Mexico, Maurice, Philippines, le Mexique, les Portugal, Philippines, Senegal, le Sri Portugal, Lanka, and le Sénégal, le Tunisia. Sri Lanka These 10 et la countries have Tunisie. generously Ces 10 contributed to this pays white ont paper apporté une by contribution généreuse au sharing livre some of blanc. the best Ils ont partagé certains de leurs exemples de meilleures pratiques in their qu'ils ont mises respective en countries place dans to leurs pays ensure the safety respectifs and security pour of assurer local and la international sécurité et la tourists sûreté in their des destinations. touristes locaux et The tourism internationaux dans sector leurs has already destinations. witnessed Comme on a pu le the effects of constater, the le secteur du tourisme latest a pandemic pâti and the des effets crisis of de la tourism plus grave that is crise de discussed l'histoire du tourisme mondial, la pandémie de vulnerability Covid-19. of our Cette sector crise to a mis au external jour shocks. la vulnérabilité de notre Insufficient secteur aux chocs control externes et by aussi son interdépendance vis-à-vis des autres significant secteurs. collaborative efforts from Donc il all faudra un travail de stakeholders collaboration will de be la part de toutes les necessary parties as we prenantes work to pour make the reconstruire en sector mieux more resilient et to œuvrer future crises. pour rendre le secteur plus résilient à de I futures also crises. trust that the Nous white espérons et nous paper voulons croire will que ce also livre serve blanc to help va address servir de the needs référence of our member states pour by regrouping aider les États membres de l'OMT à faire face aux besoins actuels. Il regroupe les initiatives existantes et potentielles, les plus remarquables, et aussi les concepts, les méthodes, des activités fondamentales et les ripostes utiles face aux menaces pour la sécurité et la sûreté dans le monde. En outre, ce livre blanc vise à donner à la fois aux acteurs du public et privé du tourisme les outils nécessaires pour concevoir et pour mettre en œuvre leur propre politique en matière de sécurité et de sûreté, qui soient adaptés à leurs objectifs, leurs moyens et leurs contraintes. Sans plus tarder, nous allons passer au programme de cette rencontre. Nous allons commencer par entendre les grands messages des trois dirigeants des institutions qui ont contribué au livre blanc, le secrétaire général de l'OMT, puis Audanepad et enfin l'UMOA. Ensuite, nous vous montrerons une petite vidéo de 3 minutes qui permettra de mettre en évidence les messages clés de la publication. Après cela, Monsieur Didier Ranchon, l'expert principal, et Paul Allais, qui est ici aujourd'hui au siège de l'OMT, va en dire un peu plus sur ce livre blanc. Quelle peut en être l'utilité pour les États membres pour aller de l'avant? Sans plus tarder, donc, je vous informe, si vous nous écoutez, qu'il y a un service d'interprétation, j'aurais dû commencer par là, en français et en anglais. Donc, vous pouvez suivre dans la langue de votre choix. Bien, Monsieur le secrétaire général, c'est à vous. Merci. Bonjour à toutes, chers amis, chers collègues. Je voudrais commencer par remercier tous les participants qui ont permis à ce document de voir le jour.
C'est un document très utile. Disons que c'est un document d'orientation. Aujourd'hui, nous pourrons entrer dans les détails de voir comment avancer, continuer à progresser sur cette question, sachant que les choses évoluent très vite chaque mois, chaque année. Ce projet, et disons que la réunion d'aujourd'hui devait être en présence, et j'espère qu'à partir de l'année prochaine, nous pourrons organiser des réunions en présentiel dans différentes régions du monde. En fait, tout a commencé il y a 2 ans. On a fait du programme pour l'Afrique une priorité et à l'intérieur de ce programme, la sécurité a été mise en avant. On parle beaucoup de la sécurité aux frontières, mais à l'époque, on ne savait pas qu'il y aurait cette flambée de Covid et on se retrouve maintenant avec tous ces défis pour la sécurité. Et puis, il y a aussi la sécurité sanitaire qui est devenue évidemment très importante pour le secteur du tourisme. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur cette pandémie et sur les problèmes et les risques que l'on rencontre et que l'on continue de rencontrer un peu partout. Mais petit à petit, mois après mois, on a vu que la situation a évolué. Il a fallu faire évoluer le discours et le contenu du projet par rapport à ce qu'on avait imaginé au départ. C'est un document très important, je vous le disais. Merci beaucoup au NEPAD et en particulier au docteur Ibrahim Hassan Mayaki et aussi à l'UE-MOA, M. Mamadou Serifo Jakit. Donc, nous nous réunissons aujourd'hui au terme de cette année qui a été difficile pour le tourisme, mais cette année nous a aussi montré que ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pouvons relever les défis et que nous pouvons mettre à profit les possibilités qui se présentent. On a commencé par l'Afrique, mais je vois aussi qu'il y a aussi des représentants d'autres régions du monde, Europe, Sergio. Je ne vois aussi le ministre du Myanmar qui s'est connecté. Toutes nos salutations depuis Madrid, Excellence. On voit bien que ça n'a pas été conçu que pour l'Afrique. C'est un document, ce sont des orientations très utiles pour tous. Ce que je vous demanderai et ce que je vous encourage à faire, c'est que tous les États membres partagent ces bonnes pratiques, ces bonnes expériences en matière de gestion des crises. Les protocoles harmonisés, c'est absolument fondamental. On a encore besoin d'harmoniser ces protocoles. Il faut que nous soyons unis. Or, c'est très difficile. Et on y travaille maintenant depuis le début de la crise à l'élaboration de ces protocoles harmonisés. Mais c'est très difficile. Pour cela, on a besoin d'unité. On a besoin de travailler ensemble pour y arriver. L'Union européenne y est arrivée, mais ça ne marche pas pour les pays en dehors de l'Union européenne. Donc, nous encourageons à faire la même chose qu'a fait l'Union européenne, c'est-à-dire inclure toutes les parties prenantes, ne pas faire de laisser pour compte, parce que le tourisme n'est pas que pour une région en particulier ou 2 ou 3. Vraiment, je tiens à mettre à profit ce genre de rencontres, comme celle d'aujourd'hui, pour encourager tous les gouvernements à poursuivre le dialogue, à continuer de travailler pour avoir des protocoles harmonisés. C'est important pour éviter de semer la confusion pour le voyageur. On ne veut pas que le voyageur ne sache pas à quoi s'attendre quand il veut se déplacer, pour que ça ne soit pas trop compliqué. On ne sait pas ce dont on a besoin. Il faut quoi? Un PCR, il faut un test en plus du passeport. Il y a tellement de confusion, tellement d'obstacles, de barrières. C'est vraiment superflu. Voilà donc ce dont on a besoin pour rétablir la confiance. Cette confiance est un ingrédient vital pour reconstruire en mieux. Rétablir la confiance est critique pour faire redémarrer le tourisme. Il y a des millions de personnes, des millions d'entreprises qui en dépendent. Donc pour cela, on a besoin d'actions concrètes. Nous présentons aujourd'hui ce livre blanc sur la sécurité et la sûreté dans le tourisme. Il témoigne de notre engagement de travailler ensemble pour que les touristes soient protégés. Ça montre aussi
que nous prenons très au sérieux notre devoir de protection à l'égard des travailleurs du secteur. Avec Didier, en fait, on le disait, c'est une grande première que cette publication, une publication qui émane d'une institution des Nations Unies, mais c'est vraiment la première publication du genre sur la sécurité, la sûreté et la gestion de crise. On a besoin d'affronter les crises mondiales pour faciliter les voyages demain. Ce livre blanc a deux grands objectifs. Le premier, de rétablir la confiance à court terme pour remettre le monde en marche de manière sûre et responsable. C'est très important pour les destinations où le tourisme est vital et c'est un pilier de l'économie. On trouve beaucoup de ces destinations en Afrique et dans les PEID, mais on essaie de regarder plus loin et on voudrait utiliser ce document aussi pour d'autres régions et pour d'autres pays. Et le deuxième objectif, c'est un objectif à plus longue échéance, celui de renforcer la résilience de notre secteur, de donner aux destinations les outils et le savoir-faire nécessaires pour pouvoir affronter les crises, pour qu'elles soient mieux armées, ces destinations. Alors, c'est vrai que les choses vont évoluer, j'en suis certain, l'an prochain et par la suite, mais il faut pouvoir s'adapter à ces réalités, à leur évolution. Et voilà justement pourquoi on pourrait avoir ce genre de rencontre et avoir un groupe qui assure ce suivi avec des réunions en présentiel, des ateliers, des séminaires sur tous ces thèmes. L'idée, c'est que le tourisme reste et continue d'apporter une contribution vitale, même dans les périodes de difficulté. Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur ce partenariat avec l'Agence de développement de l'Union africaine. Au cours des dernières années, nous avons aussi beaucoup travaillé avec l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc, nous nous félicitons de cette collaboration sur ce projet important. Je veux aussi remercier les experts. Sans eux, on n'aurait pas pu faire cette publication en cette période si difficile. Donc, on fera ce travail de suivi et nous allons poursuivre les réunions. Donc, ça a été vraiment un effort international qui a permis de mobiliser des pays de différentes régions du monde autour d'un objectif commun. Je suis heureux de voir des ministres et des représentants de pays qui ont contribué à cette publication d'Afrique, d'Asie, d'Europe, des Amériques également. Je suis très heureux de les voir participer aujourd'hui à cette rencontre et j'attends avec intérêt d'entendre les suggestions et de voir les recommandations être mises en œuvre l'an prochain dans le cadre d'ateliers et de formations en ligne et hors ligne. Et à l'instant, il y a 5 minutes, en fait, nous sommes en train de préparer les plans pour l'an prochain. Si vous avez des idées, des suggestions à nous faire, je suis à votre écoute. Je suis toujours en faveur des réunions en présentiel. Essayons, disons, à l'avenir, de voir quelles sont les possibilités qui se présentent de se réunir en présence pour aller plus loin sur la base de ces directives très importantes, le livre blanc, dans le but de faire redémarrer le tourisme le plus vite possible. Merci de votre attention et je vous souhaite plein succès dans cette rencontre d'aujourd'hui. Merci, Monsieur le Secrétaire général, pour vos propos aimables. Je voudrais maintenant donner la parole au docteur Mayaki. C'est à vous. Merci, Madame Elsia Grandcourt. Je voudrais féliciter le secrétaire général de l'OMT, Monsieur Pololikashvili, et la présence aussi de l'UEMOA, mon frère Diop, qui je crois est représenté aujourd'hui par son commissaire. Nous sommes très fiers de faire partie de cette aventure, de ce grand projet, un projet qui a été intense. Et au terme de ce travail, eh bien, on a pu élaborer ce livre blanc
sur la sécurité et la sûreté dans le tourisme. C'est un outil à vocation pratique. Comme l'a dit le secrétaire général de l'OMT, l'approche en fait du NEPAD est d'avoir une approche pratique et pragmatique. Donc, ce livre est très utile, pas seulement pour les responsables de l'élaboration des politiques, mais aussi pour le secteur privé. Nous savons que l'Afrique fait face à sa première récession en 25 ans. Nous avons connu une expansion pas suffisante et de manière pas suffisamment inclusive, mais la trajectoire a été positive. Et maintenant, nous voici face à cette pandémie qui a frappé nos économies. Donc, nous sommes en récession. Les mécanismes qui sont proposés pour sortir de cette récession, service de la dette, suspension et droits de tirage spéciaux du FMI, ces mécanismes, nous le savons, ne seront pas suffisants. Donc, nous devons relancer notre capacité de mobiliser des ressources internes. Et c'est là que le tourisme est un secteur crucial. Parce qu'un tourisme bien géré, un secteur bien géré de manière horizontale peut vraiment permettre de mobiliser suffisamment de ressources internes. Donc, cette pandémie est une tragédie, mais dans le même temps, c'est aussi une opportunité qui se présente. Et vous parliez, Monsieur le secrétaire général, de gestion des crises. Eh bien, c'est l'idéogramme chinois pour crise montre que c'est à la fois un danger et une opportunité. Donc, saisissons aussi cette opportunité. Vraiment, je félicite l'OMT pour le leadership qu'elle a démontré pour redynamiser, pour repenser le tourisme mais aussi la coopération avec les États membres, en particulier en Afrique, parce que c'est le continent dont je m'occupe, mais aussi pour donner un nouvel élan en proposant des outils qui permettront de relancer le secteur du tourisme. Monsieur le secrétaire général, votre héritage sera fort et positif. Nous vous remercions pour le leadership que vous avez démontré ainsi. Donc, pour le redressement, on a besoin de ressources internes et de s'appuyer sur le tourisme. Je ne vais pas vous donner des chiffres, vous les connaissez en termes de PME, de micro-entreprises que l'on trouve dans le secteur du tourisme, en termes d'emploi, en termes de contribution au produit intérieur brut. En renforçant la coopération et le partenariat avec l'UEMOA, nous avançons et nous montrons que pour une région spécifique, on peut faire une analyse spécifique de l'aspect multidimensionnel des crises avec le terrorisme, les problèmes pour les systèmes de santé et d'autres dimensions. Donc, je crois que ce document va au-delà du tourisme. Disons qu'il met en place des outils qui peuvent être utiles dans le domaine de la sécurité et de la gestion des questions de sécurité, mais par-delà le simple secteur du tourisme. Je crois qu'il va plus loin et je crois qu'il y a un certain nombre de responsables politiques et d'experts des politiques à domaine sur les systèmes alimentaires qui vont pouvoir s'appuyer eux aussi sur ce livre blanc. Enfin, c'est la démonstration, ce livre blanc est la démonstration d'un partenariat efficace et intelligent. Nous avons ciblé une question précise, nous avons travaillé ensemble et avec l'aide d'experts, nous avons élaboré, comme l'a dit le secrétaire général, un document qui fera date, un document historique qui est vraiment exceptionnel en fait dans le monde des publications que l'on peut trouver. Exceptionnel, pourquoi? Eh bien parce que ce document va permettre de diffuser des bonnes approches concernant les politiques à mener. Donc, il y a la résilience d'un côté, la gestion de crise de l'autre, mais ce que l'on trouve au cœur de tout cela et du document, c'est une réflexion sur la façon dont les partenariats peuvent
être utile, apporter des solutions et produire des instruments utiles. Je suis donc très heureux et très fier au nom de l'Agence de développement de l'Union africaine d'avoir participé à ce processus. Nous continuerons à travailler aux côtés de l'OMT et de l'UOMOA pour diffuser ce document, surtout le document, pour pouvoir promouvoir tous ces instruments. Merci aux experts qui ont travaillé très dur. Je suis certain que leur exposé sera très intéressant et nous attendons avec intérêt d'entendre les interventions lors du débat. Merci beaucoup et je vous souhaite des discussions très fructueuses. Merci de votre attention. Merci, Dr Mayaki. Nous vous remercions pour le soutien apporté par votre agence pour mener à bien ce projet. Et j'en profite aussi pour remercier le soutien de l'UEMOA et son président, M. Abdoulaye Diop, qui est représenté aujourd'hui par le commissaire chargé du département du développement humain à la Commission de l'Union africaine. Monsieur Jakit, vous avez la parole. Mr. Jakit, kindly, Monsieur Jakit, est-ce que vous pourriez allumer votre micro? Merci. 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 Vous m'entendez? Oui, allez-y. Merci. Merci, madame. Au nom de M. Abdoulaye Diop, qui est empêché d'être présent, je présente la commission de l'UEMOA dans cet événement très important. Si vous permettez, je passerai à la présentation de mon intervention. Monsieur le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Monsieur le secrétaire exécutif de l'Agence de développement de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Avant tout propos, je voudrais présenter les excuses du président de la commission de l'UEMOA, M. Abdoulaye Diop, empêché. Il me charge de transmettre ses vives félicitations à M. le secrétaire général de l'UMT pour sa réélection à la tête de l'institution. Il salue par ailleurs les distingués invités présents à cette cérémonie. La commission de l'UEMOA est honorée d'être partenaire de la publication du livre blanc sur la sécurité et la comme facteur clé dans le développement de l'industrie du tourisme, dont nous procédons au lancement officiel ces jours. La finalité de la publication de ce livre blanc que nous nous apprêtons à lancer est de mieux assurer la sécurité des professionnels et des touristes face aux multiples défis sécuritaires que se posent à nos différents États. Le contexte sécuritaire que le monde traverse actuellement est assez critique, voire préoccupant, marqué par le terrorisme et la crise sanitaire liée au Covid-19. Nous interpelle à tous. L'Afrique n'est guère épargnée par ces fléaux qui ont mis en évidence la vulnérabilité du secteur du tourisme face à ces crises imprévisibles qui remettent en cause les prévisions les plus optimistes sur le plan économique. Je m'en voudrais de ne pas mettre ici en lumière ce qu'il est convenu d'appeler désormais le drame du Sahel. En effet, naguère comme par les tours opérateurs internationaux,
par ses attraits touristiques, la zone sahélo-sahélienne est aujourd'hui quasi abandonnée, mettant en difficulté bon nombre d'intervenants du secteur contraints de se recouvrir pour servir. C'est un exemple parmi tant d'autres. Face à tel drame, nous ne saurions rester passifs. C'est pourquoi l'initiative prise par l'Organisation mondiale du tourisme de mettre à la disposition des acteurs du secteur du tourisme un livre blanc sur la sécurité et la sûreté dans le cadre des activités touristiques à laquelle s'est spontanément associée la commission de l'UEMOA est à saluer. Monsieur le secrétaire général de l'OMT, chers distingués invités, mesdames et messieurs, il n'est guère d'activité sans risque, mais c'est par notre capacité d'anticipation à répondre à la gestion de ceux-ci que nous pouvons éviter ou réduire les conséquences souvent désastreuses qu'ils engendrent. En cela, le livre blanc dont nous procédons au lancement officiel ces jours s'illustre comme une réponse pertinente et très opportune. Mais gardons à l'esprit que la publication et la diffusion de cet ouvrage à vocation utilitaire n'est qu'un pas. Il nous faudra encore aller plus loin. Il sera utile de prolonger cette belle initiative en développant une approche de veille permanente, aussi bien au niveau des structures publiques à différentes échelles, notamment locales, nationales et régionales, qu'à celui des acteurs privés qui constituent les maillons essentiels dans la chaîne des intervenants dont les responsabilités s'amplifient de jour en jour face aux risques inhérents qu'affectent les activités touristiques. Il faudra organiser, par ailleurs, des plateformes de dialogue et d'échange, d'information entre ces différents acteurs et plus particulièrement avec ceux en charge des questions de sécurité dans le but d'assurer plus de quiétude au niveau des bénéficiaires principaux qui sont les touristes. C'est seulement à ces conditions, me semble-t-il, que ce premier pas aura du sens car il aura permis d'ouvrir des chantiers qui offrent des perspectives plus rassurantes aussi bien pour les professionnels que pour les touristes. Il en va de la survie de ce secteur économique si vital pour nos États et les populations qui l'accueillent. La commission de l'UEMOA, fidèle à ses missions et de concert avec les partenaires tels que l'Organisation mondiale du tourisme, jouera sa partition en prolongeant la réflexion avec ses États membres pour une exploitation optimale de cet outil d'accompagnement qui est le livre blanc. C'est-à-dire que cette initiative nous permettra de renforcer et d'amplifier nos efforts de coopération pour assurer les rendements meilleurs aux activités touristiques au sein de 8 États membres de l'UEMOA. Je ne saurais terminer mon propos sans renouveler les félicitations à la commission de l'UEMOA, à l'organisation de la commission de l'UEMOA, à l'organisation du tourisme, à l'Organisation mondiale du tourisme, pour avoir porté et conduit ces projets à terme. Je salue tout particulièrement le travail professionnel des rédacteurs de ces livres blancs, qui nous donne l'occasion de faire un pas décisif dans la prise en charge méthodique
de la problématique de la sécurité et de la sûreté dans la gestion de l'industrie touristique, un pilier important de l'économie et un facteur essentiel d'épanouissement du genre humain. C'est ainsi que j'achève mon intervention au nom du président de la commission de l'UEMOA, M. Abdoulaye Diop. Je vous remercie de votre amable attention. Merci. Merci, Monsieur le Commissaire. I would like to thank all. Je tiens à remercier les trois intervenants, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur Mayaki et Monsieur Jakit. Merci pour vos interventions ce matin. Alors, on n'a pas pu être en présentiel, mais on va vous montrer une courte vidéo de 3 minutes qui met en relief les éléments essentiels du livre blanc. Et ensuite, on passe à la séance d'information qui sera animée par nos experts. Et nous pourrons ensuite prendre vos questions si vous en avez. Nous allons maintenant montrer la vidéo. I would just like also to reiterate that the white Je paper tiens à vous rappeler que ce livre blanc est en 3 volumes.
Nous avons commencé par une publication en français. Mon collègue est en train de mettre les liens dans le chat. Si vous voulez avoir accès aux 3 volumes du livre blanc. Et ces prochains mois, nous allons faire paraître une version en langue anglaise que nous diffuserons auprès de tous nos partenaires et de tous nos membres. Nous sommes arrivés au terme de la première partie de la séance. Maintenant, je vais demander à nos 2 experts qui sont avec nous aujourd'hui, Didier Ranchon et M. Paul Allais, de bien vouloir prendre la parole. Ils vont passer en revue les messages principaux et l'intérêt du livre blanc pour les membres. Mais bien sûr, nous souhaitons que cette séance soit interactive. Je pense que Didier va donner la parole à certains d'entre vous qui avez contribué au livre blanc pour que vous présentiez votre expérience et peut-être qu'à la fin, on prendra vos questions avant de conclure. À vous, Didier. I'm going to try to make it in French, but we can jump into English if it's. Je ferai la présentation en français, mais on peut passer à l'anglais si vous le souhaitez, sans problème. And maybe it's going to be helpful for everyone. Je pense que ça peut être très utile pour tout le monde de rentrer dans le détail de ce travail. En quoi consiste le livre blanc, pour comment il a été élaboré. Ce que je vous propose, c'est de répondre à 5-6 questions qui permettront à tout un chacun de comprendre au mieux la démarche qui a prévalu dans la constitution, dans la réalisation de cette ambition. Donc tout d'abord, le constat, pourquoi l'OMT, l'UNWTO, a souhaité engager ce processus de création de ce livre blanc. La première réflexion qui est venue, c'est le partage du constat parmi les 3 organisations qu'il y avait une attente très forte des États membres et des organisations professionnelles à pouvoir répondre aux défis lancés, alors, bien évidemment aujourd'hui par la pandémie, mais par les différentes crises auxquelles le secteur du tourisme a pu être confronté récemment. Et par ce faire, cette prise de conscience induisant la nécessité d'une professionnalisation de la réponse, de façon à pouvoir effectivement accepter de traiter le plus possible en amont ces problématiques de sécurité, de crise, de défis, et au bénéfice des populations, qu'elles soient à la fois professionnels du tourisme ou les touristes eux-mêmes. Donc, ce constat partagé par les 3 organisations a permis, là encore une fois, de lancer cette initiative, mais vous comprendrez que la nécessaire professionnalisation du secteur va passer par l'appropriation de contenu de ces documents auxquels nous avons contribué. Donc, aujourd'hui, la première réponse à cette question, pourquoi le livre blanc? Un besoin, un constat, une nécessité d'aller plus avant vers la professionnalisation des acteurs du tourisme. Ensuite, comment s'est-on confronté à ce défi, dont je répète qu'il n'a jamais été entrepris par une quelconque organisation dans cette dimension-là? Nous avons proposé effectivement une approche académique classique en rappelant un certain nombre de principes. C'est ce que vous trouverez dans le volume 1 du livre blanc, la définition d'un certain nombre de thèmes, le vocabulaire, l'acceptation d'un certain nombre de concepts. Nous parlons de syndynique, la science du danger, nous parlons de crise, de management de crise, nous parlons de résilience. Cette approche académique indispensable à tout travail ambitieux a vocation à fixer un certain nombre de termes et de concepts, de constats. Nous avons confronté et nous avons complété cette approche académique par une expérience de terrain. C'est ce que vous allez retrouver dans le livre 2. Cette expérience de terrain n'a pu être véritablement, si vous voulez, produite qu'à partir d'un certain nombre
d'expérience et de la confrontation de savoir-faire, de bonnes pratiques, de rencontres, d'interviews, de définition, si vous voulez, la plus large qu'il soit, des différentes réponses qui ont pu être apportées à un moment ou à un autre, dans une géographie ou une autre, aux défis des menaces et des risques qui étaient posés. Ces expériences de terrain sont très importantes parce qu'elles sont, pour la première fois, encore une fois, partagées de manière tout à fait, je dirais, bienveillante avec les organisations qui pourraient avoir le besoin, qui pourraient être confrontées aux mêmes difficultés, qui pourraient avoir besoin de trouver réponse. Vous trouverez dans ce deuxième recueil, qui est le plus important en volume, vous trouverez des solutions aux problèmes posés. Et je pense que on apporte là, le UNWTO apporte là la capacité dans sa mission d'accompagner et de supporter les différents États membres, les différents partenaires, les différents professionnels dans l'exécution de leurs tâches et de leurs responsabilités. Donc, ce deuxième volume a vocation, là encore une fois, à être approprié par tout le monde. Il se constitue de fiches techniques, d'initiatives. Vous trouverez cette approche peut-être très facile, ça a été voulu comme ça. On a souhaité quelque chose qui soit utile et qui s'inscrive véritablement comme une sorte de manuel de bonnes pratiques. Et nous croyons beaucoup que l'utilisation qui en sera faite par les différents partenaires et États membres pourra aussi nourrir les réflexions de tout le monde. C'est interactif. Et ça m'amène à mon troisième point. Comment nous l'avons élaboré, c'est on va dire le troisième recueil. Mais tout simplement, là encore une fois, en s'appuyant très fortement sur la mobilisation des différents acteurs. Il va sans dire que les crises et les menaces, les risques et les challenges existent depuis la nuit des temps. Ça fait très longtemps que les professionnels du tourisme ont été confrontés les uns et les autres à différents défis. Nous avons interpellé un certain nombre d'États membres à qui j'aimerais donner la parole pour certains d'entre eux qui sont avec nous ce matin, de témoigner ici de ce que, à la fois, ils ont pu vivre et la façon dont nous avons pu nous nourrir le livre blanc de par cette interview, de par ce transfert d'informations. Alors, je ne sais pas qui en ligne aujourd'hui est Sergio Guerreiro du Portugal, à qui on pourrait peut-être donner la parole tout de suite. Alors, on commence peut-être par le Portugal, et puis peut-être après la Tunisie, mais je vois que Sergio est là, et peut-être pourrait-il nous dire en deux mots comment il a trouvé cette démarche, cette initiative, et dans quelle mesure le Portugal a pu contribuer à l'élaboration donc de ce livre blanc, à sa participation. Sergio? Bonjour. Thank you, Didier, for giving me the... Merci, Didier, de me donner la parole. Excusez-moi, je dois aller dans une autre réunion dans quelques minutes, mais je voudrais féliciter l'OMT et ses partenaires pour ce travail. C'est vraiment une initiative très importante qui arrive à point nommé. C'est un sujet important qui est vraiment à l'ordre du jour, surtout pour les responsables de l'élaboration des politiques. La sécurité a toujours fait partie de nos stratégies en tant que destination, mais avec la COVID-19, évidemment, ça a pris encore plus de relief. La sécurité est un élément indispensable à l'attractivité des destinations. C'est quelque chose que typiquement on ne promeut pas, disons, ce n'est pas au premier plan des campagnes de promotion des destinations, mais évidemment que c'est un domaine très important pour les responsables politiques. Et de notre point de vue, il faut une approche de l'ensemble de l'administration, du gouvernement, en coopération avec tous les ministères, et pour élever le tourisme à un rang de priorité élevé. C'est très important.
J'ai été très heureux de pouvoir participer à cette publication, d'y avoir contribué. De notre côté, nous avons souligné trois grandes composantes. La première, c'est le label Clean and Safe, propre et sûr. C'est une initiative que nous avons lancée face à la pandémie de COVID-19 et nous avons été les premiers, le Portugal, à mettre en place ces labels sûrs et propres pour montrer que le Portugal est une destination sûre, mais aussi pour protéger les employés du secteur dans les destinations. L'idée, c'était de s'assurer que tout le monde était protégé. Ça a été réalisé en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, en établissant bien les règles et les protocoles pour toutes les branches d'activité, avec des formations spécifiques pour les employés, avec en même temps une plateforme pour informer les touristes, pour que les touristes sachent un petit peu et puissent trouver des établissements qui possèdent ce label Clean and Safe et qui puissent aussi donner leur réaction à l'issue de leur expérience. Pour vous donner une idée, nous avons plus de 23 000 entreprises qui ont obtenu ce label propre et sûr aujourd'hui. Il y a eu plusieurs milliers d'audits qui ont été conduits pour s'assurer du respect des critères pour l'obtention des labels. Donc, même sans COVID, nous pensons que c'est une initiative qui va durer. Deuxième composante, c'est une bonne pratique que nous avons mise en place depuis longtemps. C'est le fait d'avoir une police spécialisée pour le tourisme dans les destinations clés du pays. Donc là, c'est un service qui assure des services de police classiques, disons, plus des compétences linguistiques, par exemple, et une certaine préparation à recevoir les touristes. Donc, ça reste des services de police, mais pour le voyageur, quand on est à l'étranger, tout est plus compliqué. Et troisième composante, l'idée d'avoir des données pour assurer le suivi et la surveillance. Parce que quand on parle de sécurité, souvent on pense à la gestion des crises, mais nous pensons qu'il faut avoir une approche opposée. Il faudrait plutôt commencer par la planification en prévision, en préparation des crises. Donc ça, c'est un projet que nous avons mis en place avec les municipalités. C'est un projet important, mais qui, je crois, sera vraiment un levier utile. Voilà, c'est tout de mon côté. Merci encore de nous avoir permis de présenter notre expérience. Nous serons très heureux de continuer à travailler avec l'OMT, avec les experts. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sergio. Tes mots sont réconfortants et à la fois très utiles. Pour que personne n'en doute, vous trouverez donc dans le troisième volume du livre blanc, en page 32, l'exemple du Portugal, l'interview donc de Sergio Guerreiro. Et je suis convaincu que ça sera très utile pour nombre de partenaires de se nourrir de l'expérience du Portugal, la façon dont ils ont appréhendé la gestion de la pandémie avec le travail sur les données des différents touristes et voyageurs. Un exemple, encore une fois, qui ne demande qu'à être dupliqué. Et je pense que le Portugal et Sergio Guerreiro, le premier, seront plus que déterminés et volontaires pour accompagner, pour aider, encore une fois, la démarche collective qui est la nôtre, celle de la dissémination des bonnes pratiques et des meilleures solutions. Voilà. Merci beaucoup, Sergio. Je crois qu'on va prendre Mouna Gliss de Tunisie, qui a aussi contribué de manière très, très avantageuse au livre blanc. Est-ce qu'on l'a en ligne? Bonjour. Bonjour, Mouna. Bonjour. Vous m'entendez bien? Très, très bien. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Est-ce qu'on peut vous donner la parole pour témoigner de votre participation? Bien sûr. Ravi aussi de faire partie de cette réunion en ligne. J'espère que la prochaine fois qu'elle soit en présentiel, comme elle l'a mentionné, le
secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, que je félicite pour sa reconduction à la tête de cette agence prestigieuse onusienne. Donc, permettez-moi tout d'abord de féliciter l'Organisation mondiale du tourisme et les partenaires pour ce travail. C'est un excellent travail, un document que j'étais en train de feuilleter, de regarder. J'ai bien reçu le lien. Et c'est un document très important pour nous éclairer sur le best practice, les bonnes expériences des autres pays, qui va nous aider aussi pour l'élaboration des stratégies sur la sécurité et la sûreté, qui figure désormais un élément très important. Donc, on a voulu aussi contribuer par notre expérience, donc pour dire que le concept d'autosureté consiste ainsi à pousser les acteurs de tourisme à devenir acteurs de la chaîne de sûreté intégrale et en partenariat avec les forces de police et les acteurs privés de la sécurité à adopter une attitude de vigilance et de bonne pratique. Donc là, c'est une action conduite par les collègues, l'inspecteur général du ministère du Tourisme, qui est le responsable de l'autosureté de ce programme-là en collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Malheureusement, aujourd'hui, il n'a pas pu prendre part à cette réunion. Il m'a demandé de vous transmettre ses salutations. Donc, par ailleurs, le gouvernement tunisien a établi une liste de critères en lien avec ce concept d'autosureté et les acteurs de tourisme sont obligés par la loi de respecter pour être classés établissements touristiques. C'est une loi donc pour qu'un établissement touristique puisse recevoir des touristes, quoi que ce soit, nationaux ou étrangers, il est obligé de respecter un nombre de critères, entre autres des critères de respect et de la sécurité et de l'auto-sûreté. Donc, et ces critères-là sont contrôlés par des spécialistes, des contrôleurs de l'Office national du tourisme. Donc, la mise en place de ces normes s'est accompagnée d'une impressionnante campagne de sensibilisation et de formation organisée par le ministère du Tourisme à destination des professionnels touristiques des pays dans leurs ensembles. Donc, et l'Office national du tourisme tunisien, en étroite collaboration avec la salle opération centrale du ministère de l'Intérieur, est entièrement dédié à la gestion des crises en lien avec le secteur du tourisme et en alerte 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7 jours. Voilà, c'est ça notre contribution. Et c'est volume 3, volume 3, numéro 10. Merci. Merci beaucoup, Mouna, très précieux. Donc, là encore une fois, pour vous démontrer le côté opérationnel et très pratique du livre blanc, vous retrouverez l'interview de Mouna en page 42 donc, du 3e volume et les échanges avec Karim Belloussine qui ont été bien évidemment tellement enrichissants qu'on a décidé de les proposer et de les partager. Et bien évidemment, là encore, je suis convaincu que la grande communauté de UNWTO se fera un plaisir avec Mouna de participer, de répondre aux questions et d'échanger, de partager ces bonnes pratiques auxquelles nous faisions référence. Est-ce que, Zineb, est-ce qu'on propose à quelqu'un du Maroc ou du Sénégal? Monsieur Hassan El-Khshiri. Alors, Monsieur Hassan El-Khshiri, qui est en ligne avec nous peut-être, accepterait-il de dire 2 mots sur sa participation à l'élaboration du livre blanc? On retrouve son interview en page 20 du document, du 3e document. Hassan. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre intervention, pour votre invitation d'abord. Je ne sais pas, vous m'entendez?
Oui, très bien, allez-y. D'accord, très bien. Alors, justement, vous m'avez donné la parole durant une période très critique pour moi. Je suis en train de voir quelque chose avec la hiérarchie concernant un dossier très important. Je vais rapidement m'attarder sur, la contribution marocaine. Je préfère donner, je ne sais pas s'il y a des représentants du ministère du Tourisme qui ont le dossier, qui maîtrisent le dossier. Y a-t-il des collègues marocains? Alors, écoutez, je ne suis pas certain. Non, pas là tout de suite, pas en ce moment. Mais bon, si vous voulez encore... Je pourrais brièvement... Oui, pardon? Oui, je vous écoute. Alors, je peux brièvement parler de la contribution marocaine dans le livre blanc. D'accord. Alors, nous avons organisé la réunion en virtuel, malheureusement, avec les experts en mois de mars. Donc, nous avons parlé de l'aspect sécuritaire qui règne actuellement au niveau régional et international, notamment avec l'apparition de la pandémie et des restrictions liées au voyage et au tourisme, tout ça. Donc, ça a impacté, effectivement, ça a impacté le secteur d'une façon, je dirais, grave. Seulement, nous engageons, c'est-à-dire le gouvernement marocain, à travers ses décisions, à travers ses, bon, je dirais restrictions, mais c'est pour le bien de tous. Nous nous engageons sur la sécurité des touristes et des installations touristiques, des établissements et tout. Nous avons également adopté récemment la nouvelle loi qui exige pour le classement de se conformer à un ensemble de mesures sécuritaires, notamment au contrôle au niveau des accès, au niveau des bagages des touristes, etc. Sauf à part ces mesures qui sont générales, il y a des mesures liées à la sécurité des touristes au niveau des quartiers, au niveau des espaces, des sites touristiques, des sites historiques, notamment avec des brigades touristiques qui sont déployées au niveau de ces sites, notamment pour autoriser la gendarmerie royale, pardon, et les services de la Direction générale de la Sûreté nationale. Ça, d'une part. D'autre part, nous avons également la main, enfin, pas la main avec cette expression, nous avons également les autorités locales qui jouent un rôle très important dans le secteur touristique, qui, à travers des commissions mixtes composées par messieurs les wali gouverneurs et composées également des services de sécurité, des services concentrés du tourisme, qui font des tournées régulières, qui font des sensibilisations aux responsables, aux acteurs touristiques, pour justement les inciter les sensibiliser sur cette question sécuritaire qui est très importante. Ce qui donne un peu, j'arrive pas à formuler l'idée correctement. Ce qui contribue justement à la sécurité des touristes visitant le Maroc. Alors, je vais tout de même contacter mes collègues au niveau du ministère du Tourisme pour qu'ils rejoignent la réunion. Comme ça, ils pourraient donner plus de précisions par rapport à l'interview parce qu'ils c'est leur attribution, c'est leur dossier. Donc, ils seront plus détaillés que moi. Merci beaucoup, Rassad. On a eu quelques problèmes de communication pour bien vous entendre, mais encore une fois, nous retrouvons l'essentiel de notre interview en page 20 donc, du livre blanc, du 3e livre, et effectivement là aussi un échange fructueux. What I would like to propose now maybe is to try to extend our communication to. Ce que je propose maintenant, c'est qu'on aille vers l'Asie. Pas pour oublier l'Afrique, mais juste pour élargir la portée des témoignages. Docteur Prasad du Sri Lanka, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots maintenant? Nous avons eu l'honneur
d'avoir un entretien avec vous concernant le suivi des touristes. C'est un système que vous avez mis en place pendant la pandémie. Je suis certain que ça peut être intéressant pour l'auditoire de savoir quelle a été votre expérience, Dr Prasad. Vous êtes là? Oui, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Est-ce qu'on m'entend bien? Très bien, c'est à vous. Alors, pendant la pandémie, le plus grand défi a été de localiser les touristes qui se trouvaient un peu répartis sur l'île. Donc, on a commencé à dialoguer avec les autorités sanitaires. Une considération essentielle a été de voir comment assurer ce suivi, cette surveillance des touristes. Les autorités sanitaires prenaient très au sérieux le fait d'être responsable vis-à-vis des voyageurs internationaux qui se rendent dans le pays. Donc, c'était l'intention au départ, au cours des premières semaines de la pandémie. Il y a eu un confinement et nous avons travaillé avec différentes organisations sous le contrôle du ministère de la Santé et des représentants de l'Organisation mondiale de la santé. L'idée, c'était de bien comprendre ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire les mesures à prendre face à la situation de la pandémie. Un élément clé et indispensable, c'était d'avoir un détail sur chacun des voyageurs qui pouvaient se trouver chez nous dans notre pays. Comment est-ce qu'on s'y est pris? Eh bien, nous avons mis en place des orientations très détaillées couvrant tous les aspects concernant les touristes depuis l'arrivée à l'aéroport et jusqu'au départ. Mais en plus, nous avons mis en place un strict processus d'audit et nous avons fait appel à des auditeurs internationaux de KPMG et d'autres qui ont fait des audits indépendants sur la base des recommandations que nous avions mises en place. Et sur cette base, nous avons mis en place un système de biobulles et c'est une initiative clé. Je crois avoir été les premiers à le faire dans la région. Ce qu'on a fait, c'est que même avant la vaccination, nous avons permis aux touristes de venir chez nous. Il y aurait les premiers jours qui seraient passés en quarantaine dans ces biobulles, dans des hôtels sélectionnés. Et ces touristes pouvaient utiliser toutes les installations de l'hôtel. Et c'était, disons, les hôtels de niveau 1. Et ensuite, à l'intérieur de la bulle, une fois passé par l'hôtel de niveau 1, il y avait émission d'un certificat. Et sur cette base, les touristes pouvaient aller sur les attractions touristiques. Donc, c'est le système qu'on a mis en place. Un certificat a été établi avec un code QR. Donc, toute personne se rendant chez nous, ayant suivi ce processus, pouvait obtenir le certificat et voir tous les services fournis. Et s'il n'était pas satisfait des services par le prestataire agréé, eh bien, il pouvait scanner le code QR et puis en rendre compte à l'autorité réglementaire, c'est-à-dire le Conseil de tourisme du Sri Lanka, en déposant une plainte en bonne et due forme. Et nous avions une équipe dédiée qui répondrait à toute réclamation, à tout signalement d'infraction. Et nous prenons des mesures, en fait, dans le cas des prestataires qui ne répondraient pas à ces attentes. Et donc, il ne s'agit pas d'un simple processus de certification. C'est un processus qui donne des garanties aux visiteurs qu'il est sûr de séjourner à l'intérieur de cette bulle sécurisée. Et à l'intérieur de la bulle, on pouvait surveiller les déplacements, les mouvements des touristes. Ce qu'on a fait aussi, c'est que l'on a mis en place un service d'assurance extrêmement complet, global, face à la COVID. Parce qu'on s'est rendu compte, les voyageurs
peuvent avoir une assurance voyage, mais pas forcément qui couvre la situation de la COVID. Donc, nous avons assuré une couverture à hauteur de $500 pour chaque touriste pour que, dans le pire des cas, la personne n'ait pas besoin de s'inquiéter parce qu'il y aurait cette assurance obligatoire coûtant seulement $12. Et donc, l'hôtel et les autorités du Sri Lanka s'occuperaient des touristes en cas de problème et le prendre en charge dans les meilleurs hôpitaux du pays. Et encore une fois, dans le pire des scénarios, s'il devait y avoir un cas de contagion, eh bien, le voyageur serait pris en charge. Il y a eu très peu de cas positifs, 0,5% seulement, mais tout le monde était pris en charge dans les meilleures conditions possibles. Donc, il ne s'agit pas seulement d'un processus de certification, comme vous le voyez. Il y avait tout ce système, tout ce dispositif en place pour une prise en charge à tous les niveaux. Je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde, ce dispositif. Alors, il y a eu un certain assouplissement. On voit bien que les vaccinations progressent. Donc, maintenant, 90% des touristes qui viennent dans le pays sont complètement vaccinés et 75% de notre population au Sri Lanka est déjà complètement vaccinée. Donc, on a assoupli un certain nombre de dispositions. Mais on a vu vraiment l'intérêt de ces certifications parce que les hôtels continuent de demander cette certification. Ils veulent être des hôtels agréés parce que c'est une garantie à l'égard des touristes internationaux qui peuvent ainsi séjourner en toute sécurité dans les hôtels. C'est d'ailleurs devenu un instrument de marketing pour les hôtels qui leur permet de se démarquer. Donc, c'est un peu un exemple de réussite qu'on a eu dans notre pays. Merci de votre attention. Thank you very much, sir. Thank you very much. This is a very, Merci beaucoup. C'est vraiment une expérience très intéressante et pas seulement une expérience. C'est vraiment quelque chose qui porte ses fruits au Sri Lanka. Je suis certain qu'on lira avec intérêt votre entretien à la page 49 du volume 3 du livre blanc. Encore une fois, c'est une bonne illustration de la façon dont il s'y est pris pour élaborer le livre blanc. Tout repose sur le partage d'expériences, le partage de bonnes pratiques. Et on met tout sur la table, à la disposition de tout un chacun. On peut l'utiliser, l'adapter, se l'approprier. La journée d'utiliser, de transformer son organisation à partir de l'expérience du Sri Lanka ou d'autres expériences. Bien, donc, encore une fois, vous voyez, on a choisi la démarche du partage. Ce que je vous propose peut-être, c'est de continuer dans l'élaboration, la réponse des questions auxquelles on a souhaité pouvoir répondre avec notre petite présentation. La troisième question, c'est à qui le livre blanc s'adresse-t-il ? Voilà, à qui est-il destiné? Alors, encore une fois, la démarche de l'OMT n'est absolument pas exclusive. Elle est au contraire la plus bienveillante et la plus open-minded possible. L'idée est de mobiliser à la fois les acteurs publics et les acteurs privés. Tous les professionnels du tourisme, qu'il s'agisse des ministères de sécurité, tourisme, artisanat, justice, commerce, transport, ce que vous voulez, toutes les collectivités locales, toutes les organisations professionnelles pour le secteur public doivent pouvoir trouver réponse à un certain nombre de questions qu'ils se posent dans ce premier document. Il en va de même pour les acteurs privés. Je pense aux chaînes hôtelières, je pense aux restaurateurs, aux agences de voyage, aux syndicats, aux tour opérateurs, aux plateformes. Tout le monde doit être capable de pouvoir se nourrir d'un certain nombre d'expériences. Bien évidemment, la démarche n'est pas exhaustive. C'est la vocation de ce livre-là, de ce white paper, de continuer à vivre grâce aux échanges et au partage d'informations. Mais vous avez dès à présent, dans ces trois volumes, vous avez déjà un certain nombre de bonnes pratiques, un certain nombre de concepts
qu'il vous appartient de vous approprier pour le développement de vos activités. Lancer la démarche de professionnalisation des professionnels du tourisme. Et ça m'amène à mon cinquième point, c'est comment va-t-on l'utiliser? Comment va-t-on utiliser ce white paper? Le livre blanc va être adressé, et là je parle sous le contrôle d'Elsia et de Jaime, ils vont être adressés, ces documents, à tous les États membres, à tous les partenaires. Ils vont être diffusés le plus largement qu'ils soient. Ils vont être accessibles sur les différents sites de l'organisation. En librairie virtuelle, donc tout accès complètement libre à tous les membres. Bien évidemment, ça c'est la première démarche. La deuxième, c'est de se l'approprier, de le transformer dans sa législation locale, dans son organisation locale, dans ses pratiques locales, de s'en inspirer pour mettre en place, développer peut-être des politiques spécifiques de prise en compte de la sécurité dans les différents pays, dans les différentes chaînes hôtelières, dans les différents offices du tourisme, et puis de l'adapter au contexte local qui nécessitera bien évidemment une appropriation du premier instant. Mais l'OMT est aussi très intéressé à recevoir le feedback, c'est-à-dire l'adaptation dans tel ou tel pays doit être connue aussi des services de l'organisation de façon à pouvoir là aussi aller plus loin pour la prochaine fois, continuer de faire vivre le document, l'enrichir dans ses éditions. Et c'est mon dernier point, la réponse peut être à l'accompagnement que l'Organisation mondiale du tourisme envisage de mettre en place. Envisage parce que la question qui est posée aux États membres et qui est posée aux partenaires, c'est de lever l'incertitude qui pèse sur cette initiative. Est-ce que cette initiative correspond aux besoins, aux attentes de tous? Si non, OK. Si oui, l'organisation envisage et propose peut-être la mise en place d'un catalogue de formation qui accompagnerait cette production à destination des différents membres et partenaires. Nous avons expérimenté ces 2 dernières années des formations virtuelles qui ont rencontré un vrai succès avec énormément d'inscriptions,
de partenaires qui voulaient participer à ces formations qu'avec mon ami Louis Bernard et toute l'équipe de Chrysothèque avec lui, nous avons pu, au sein de l'OMT, déployer, développer à destination de tous sur Internet, en français et en anglais. Peut-être est-il pertinent d'envisager de relancer ce programme pour cette année 2022, alors sous une forme virtuelle, je crains, pour commencer, mais pourquoi pas sur une cadence, sur un rythme qu'il vous appartiendra en vous mobilisant, de solliciter une fois, 2 fois par mois, un trimestre. À nous de voir ce qu'on peut envisager de faire. Dans le même ordre d'idées, une démarche, mais alors là, certainement, peut-être à partir du moment où on pourra à nouveau voyager librement, de création d'ateliers régionaux, c'est à voir si un certain nombre de pays, d'États membres sont intéressés à accueillir des ateliers régionaux sur le modèle de ce qu'on a pu faire déjà dans un passé récent au Sénégal notamment, à destination des professionnels. Là encore, l'organisation sera très intéressée à étudier cette faisabilité. La logistique est aujourd'hui la question, mais l'intention politique, l'intention stratégique est là. Et puis, bien évidemment, alors, soyons plus ambitieux, soyons encore plus allants dans la direction. J'en parlais tout à l'heure justement avec le secrétaire général. On doit être capable, au niveau de cette prise de conscience, au niveau de cette nouvelle politique de sécurité qui doit être possédée maintenant par tous les acteurs, de nouer de nouveaux partenariats, de présenter ces travaux devant d'autres enceintes, peut-être la Commission européenne, peut-être des ministères des Affaires étrangères ou du tourisme des États émetteurs, peut-être des organisations professionnelles internationales, des grandes chaînes d'hôtels, peut-être des chaînes d'écoles hôtelières. Bref, un certain nombre de partenaires qui, pour peu qu'ils se manifestent aujourd'hui ou dans les prochaines semaines, seraient intéressés à ce que nous travaillons avec eux sur la diffusion et la dissémination de ce livre blanc. Écoutez, nous étudierons cela avec bienveillance et là aussi, au-delà, bien évidemment, de la direction régionale Afrique de l'OMT qui est à l'initiative et qui est porteuse de ce premier RACT, on peut très bien imaginer que dans d'autres régions, dans d'autres enceintes, on puisse continuer de porter cette parole et pourquoi pas avec une ambition à terme de label ou de qualification OMT sur des démarches et des initiatives remarquables. Voilà. Je ne voudrais pas être trop long. Je pense qu'à ce stade, on a peut-être quelques questions qui pourraient venir de la salle, alors de la salle ou du réseau, et qui pourraient peut-être… Alors, on me dit que le Sénégal souhaite apporter son témoignage, qui a été un contributeur, un remarquable contributeur du livre blanc. À qui donne-t-on la parole? Monsieur Bas, Philippe Bas, qui nous écoute, qui nous entend. Philippe? Oui, bonjour. Bonjour, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Au nom du ministre du Tourisme du Sénégal, moi c'est Philippe Ndiagaba, je suis le directeur de la promotion touristique. Nous nous réjouissons de cette organisation et profitons de l'occasion pour féliciter encore le secrétaire général de l'OMT pour sa réélection au poste. Et nous nous réjouissons aujourd'hui de cette organisation et espérons que cette pandémie qui nous fatigue, nous tous, va bientôt s'écarter pour nous permettre de nous voir. Parce que ces rencontres comme ça, du visuel, c'est bon, mais c'est intéressant encore qu'on se voit. Et c'est pourquoi les ateliers que l'OMT prévoit d'organiser après, soit par région, le Sénégal pense que c'est une très bonne chose qui permettra non seulement aux acteurs de se connaître, mais de travailler nous tous la main dans la main pour la promotion du tourisme, pour la connaissance dans l'ensemble, pour que les sociétés puissent s'approprier le tourisme, puisque aujourd'hui, nous ne le dirons jamais assez, le tourisme est un secteur vraiment qui peut booster le développement économique des pays.
Donc, c'est pourquoi le Sénégal, à l'image des autres pays, magnifions cette organisation et souhaite vraiment que cette pandémie se dissipe aussi vite pour permettre à l'activité touristique de décoller. C'est un témoignage que je voudrais apporter au nom du ministère et au nom du Sénégal pour dire que nous sommes de tout cœur avec l'OMT et félicitons toute la dynamique, toute l'organisation et toute l'ingéniosité de l'équipe pour faire la promotion du tourisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup. Encore une fois, je vous renvoie donc en page 36 du troisième recueil, du troisième volume du livre blanc sur l'expérience du Sénégal, qui notamment avec sa police du tourisme, qui est une des premières initiatives, et la politique déterminée vis-à-vis de la sécurité des transports, est un exemple, incontestablement quelque chose à suivre. Donc là, encore une fois, on est très, très heureux, très fiers d'avoir, je vous dis, cet exemple du Sénégal. Vous le trouverez avec beaucoup d'intérêt dans le livre blanc. Voilà, je pense qu'on a quelques questions. Merci beaucoup, Philippe, merci à vous. Je pense qu'on a quelques questions maintenant qui viennent du réseau et certainement pour nous interpeller sur cette démarche. À qui donne-t-on la parole? Bon, si quelqu'un veut intervenir, c'est maintenant. On a l'opportunité encore, je crois, du faisceau pendant quelques 5-10 minutes. Si vous voulez interpeller Elsia ou Jaime ou l'équipe. OK. Bon, tout a été clair. Je crois que tout le monde attend avec impatience la livraison et la possibilité de travailler sur le dossier. Et je pense que la deuxième étape sera à suivre. Elsia, alors, si tu souhaites. Dis-moi. Ah, je crois que nous avons quelqu'un, un représentant de la CEDEAO qui veut nous interpeller. Madame Drabo. Madame oui, Drabo, vous m'entendez? Oui, je bonjour, vous avez la parole, bien. madame. OK, merci oui, très beaucoup. Bien. J'ai cru comprendre juste à l'instant qu'il y avait une autre intervention de madame la directrice Afrique. Si tel est le cas, je pourrais attendre. Voilà, pour réagir juste à la fin. Elle a l'intention de clôturer les travaux, donc vous avez la parole. OK, merci beaucoup. Donc, je voudrais à mon tour, au nom de la commission de la CEDEAO, féliciter monsieur le secrétaire général pour sa réélection à ce poste, ô combien important pour notre industrie dans notre région ici. Et je souhaiterais aussi féliciter l'OMT pour l'initiative de ce livre blanc qui tombe à point nommé parce que je ne vous l'apprends pas. Une bonne partie, je dirais même la moitié des États membres de la CEDEAO sont confrontés depuis quelques années à des difficultés d'ordre sécuritaire. Et ce livre tombe à pic dans le sens où j'ai pu le parcourir, mais vraiment pas dans toute sa globalité, mais je me suis focalisée surtout sur la deuxième partie. Et j'ai apprécié vraiment le côté très détaillé du document, de l'approche. L'approche académique déjà en elle-même prend en compte, je dirais, toutes les facettes liées aux crises, qu'elles soient même sanitaires ou sécuritaires. Et ça, je tenais vraiment à féliciter l'équipe pour ce travail-là. Très fourni, très dense, très riche et qui donne tout de suite, je dirais, un aperçu global, voilà, de ce qu'on peut appeler comme menaces et risques sécuritaires. Je mentionne cela pourquoi? Parce que ça a un avantage majeur, surtout pour les destinations africaines, de quelque part un peu décomplexer, si je peux employer le mot, les destinations qui sont fréquemment, depuis quelques années, qui subissent des attaques terroristes. Elles sont très souvent mises sur liste rouge, mais à la lecture de l'ensemble des menaces d'ordre sécuritaire, on peut déjà isoler les cas les plus graves, mais aussi se dire que le péril sécuritaire, en fait, il est mondial. Il n'y a pas qu'une ou deux destinations dans le monde qui sont plus ou moins safe et les autres qui sont absolument à bannir. Donc, c'est un travail global
avec une approche globale et bien entendu, pour les pays qui vivent les menaces les plus, je dirais, les plus élevées, il y a un travail de fond à faire, bien entendu, à tous les niveaux, que ce soit politique, régional, etc., pour résoudre ces crises-là. Donc, je tenais vraiment à le saluer parce que ça permet aux destinations africaines et surtout ouest-africaines de se repositionner autrement aujourd'hui par rapport à ce que nous traversons comme réalité. Dans un deuxième temps, je voudrais aussi, c'est là où peut-être je parle en tant que chargé de programme, et quelqu'un l'a dit tantôt, je pense que c'est M. Rachon qui le disait tantôt, qu'il y a un travail, il y a tout un travail à décliner après ce livre blanc. Alors, au niveau de la CEDEAO, nous serons très intéressés à travailler avec l'équipe pour, je dirais, pour décliner à partir de ce livre blanc-là un manuel de procédure, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, un manuel de procédure, un guide, voilà, pour réagir dans l'urgence face aux crises sécuritaires. Ce serait à la fois la dimension communicationnelle post-crise, mais elle doit contenir une dimension d'ordre stratégique. Et on en a vraiment besoin, surtout ici, parce que très souvent, toute l'infrastructure qui est en charge, tout le système touristique en charge de nos destinations touristiques n'est même pas associé à la communication post-crise. L'administration touristique, que ce soit au niveau national ou régional, très souvent n'est pas associée à la stratégie politique, ni à court terme et encore moins à long terme. Et les dommages, souvent, sont encore plus importants que l'événement sécuritaire en lui-même. Donc, une attaque, par exemple, à la bombe qui se passe dans un village reculé quelque part, pour peu que l'administration ou en tout cas les différents acteurs du tourisme soient impliqués dans la stratégie de gestion de cette crise-là, ben les dommages peuvent être contenus, circonscrits et ne pas perturber les activités touristiques sur le reste de la destination. Mais encore faudrait-il que les acteurs soient partie prenante. Alors, à ce niveau-là, mon plaidoyer est que l'Organisation mondiale du tourisme soit notre porte-voix, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi, soit notre porte-voix pour que le message passe à un plus haut niveau et que la dimension touristique soit considérée avec beaucoup plus d'importance, à une échelle beaucoup plus stratégique. Et je terminerai mon propos par féliciter tous les contributeurs à ce livre blanc-là, parce que j'imagine que sur certains sites, il n'est pas évident de disposer de témoignages, d'avoir accès aux premières loges, voilà, de ceux qui ont vécu ces crises-là. Et je mesure toute la difficulté. Même pour nous ici, nous sommes en train de décliner une stratégie de développement du tourisme intra-régional et surtout en mettant l'accent sur les sites touristiques qui existent dans nos zones transfrontalières. Alors, à cause justement du péril sécuritaire, je peux vous dire que l'accessibilité à certains endroits peut poser d'énormes difficultés. Donc, je salue vraiment vos équipes, les enquêteurs qui ont été sur le terrain, tous ceux qui ont accepté de témoigner. Et je pense qu'avec un livre blanc comme celui-ci, quelque part, on démystifie ce grand mot qui est sécurité ou insécurité, selon d'où on regarde un peu la chose. Et on s'attaque vraiment au nœud du problème. Ça nous place en position d'agir. La situation n'est pas désespérée. Il y a toujours des loopholes par lesquels on peut intervenir. Et je voulais saluer ce travail et renouveler la disponibilité de la commission de la CEDEAO à accompagner l'OMT dans ce chantier-là. En tout cas, pour ce qui concerne la stratégie de riposte post-crise, nous sommes disponibles pour démarrer un travail là-dessus et que ça s'inscrive plutôt dans une continuité de ce livre blanc-là. Je vous remercie. C'est nous, Madame Drabeau, qui nous vous remercions parce que, pour être très franc et en toute transparence, nous étions en train de commenter vos propres commentaires
Vous avez coché toutes les cases. Vous nous avez remercié, merci beaucoup. Mais surtout, vous avez perçu la philosophie qui régit en fait cette production, ce travail. Puisqu'en fait, vous avez complètement raison. La démystification de la problématique de sécurité est la partie intégrante, si vous voulez, de notre réflexion. C'est l'objectif vers lequel nous avons tendu pendant tout cet exercice, ces 2 ans de production de ce travail, d'expliquer à tous les professionnels du tourisme que les problématiques de sécurité n'étaient pas la mort ou la fin du tourisme. Le secrétaire général du NEPA tout à l'heure disait que la crise crée souvent les opportunités, ce sont nos amis chinois qui le professent, mais il y aura toujours des méchants, et il y aura toujours des méchants qui voudront s'en prendre aux innocents, aux voyageurs, aux touristes. On ne doit pas s'arrêter de vivre pour autant, et on doit être capable pour autant de continuer à exercer, à voyager, à circuler, mais bien évidemment en tenant compte des contraintes, en adaptant un certain nombre de comportements, en mettant en place des outils. On vous en a donné là quelques-uns, ça n'est que le début. La CEDEAO est un organisme avec lequel nous souhaitons effectivement travailler. Il y a certainement des choses à faire ensemble, et pour rebondir sur ce que vous disiez, qui devraient nous permettre de diffuser encore plus largement le message. Mais vous avez complètement raison, Madame Drabeau. Ce premier acte doit être suivi d'une appropriation de ces premiers outils par tous les professionnels, et je ne m'avance pas trop vis-à-vis de la directrice régionale de l'OMT Afrique, pour vous dire que nous sommes en attente de ces invitations, de ces propositions, pour venir au plus près sur le terrain, en Afrique, mais ailleurs aussi, mais au plus près sur le terrain, pour venir vous aider à apporter des réponses concrètes. La gestion de crise aujourd'hui, il y a des solutions. On a travaillé là-dessus. On peut vous aider à organiser votre cellule de crise, on peut vous aider à former vos personnels, on peut vous aider à bâtir les différents référentiels qui vous seront utiles lorsque la catastrophe se produit, parce que malheureusement, des catastrophes, il en arrive tous les jours, et que des crises, il y en arrivera encore. On ne peut pas rester tout seul dans son coin en priant pour que ça ne se passe pas. On peut prier, mais on peut aussi se préparer, s'organiser, se former, partager les bonnes expériences, mobiliser les expertises et les bonnes volontés, et parvenir ensemble, non pas à éradiquer la menace, mais à réduire les risques et les conséquences de ces actions néfastes sur toutes nos entreprises. Voilà. Merci beaucoup, Madame Drabeau. Votre témoignage est très précis. Eh ben, écoutez, très précieux. Je vous écoute à nouveau là. Donc, très bien, je vous remercie. Je voulais juste aller un tout petit peu plus loin en 2 points. Le premier, ce serait de dire que justement, quand on rentre dans l'approche, dans la dynamique d'analyser, de disséquer les enjeux liés à la sécurité, on se rend compte que même nous, surtout ici sur nos destinations, c'est peut-être une opportunité pour nous de nous repositionner autrement et de développer un tourisme différent. Je parle en termes d'offres, même l'offre touristique. L'offre elle-même et la structure de services qui l'accompagnent doivent nécessairement évoluer. Et pour faire ça, je peux vous dire que le travail, il est titanesque. On est un peu... le mot qui me vient en anglais, overwhelmed, on est un peu dépassé, on ne sait plus par quel bout il faut prendre la chose parce qu'on subit les attaques sur 2 fronts. On a la crise sanitaire, on a la crise sécuritaire, mais avec ça, notre industrie, elle doit être résiliente, elle doit survivre. Donc, il nous faut réinventer notre tourisme. C'est peut-être l'occasion pour faire peau neuve et aller vers encourager beaucoup plus de nouvelles formes de tourisme. Et le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est faire une proposition pour qu'au cours de l'année 2022, nous puissions organiser une rencontre conjointe CEDEAO-OMT et on pourrait discuter, Madame Grandcourt, la directrice Afrique, on pourrait discuter pour convenir d'un agenda, mais a priori, je souhaiterais qu'on puisse le faire dans le premier trimestre de l'année pour vraiment saisir la balle au bon et puis faire les choses pendant qu'on est encore au chaud par rapport à cela.
une rencontre conjointe et qu'on puisse sortir un agenda là-dessus et puis voir dans quelle mesure on peut arrimer les activités que l'on peut décliner à partir du livre blanc. Donc, j'ai parlé tantôt de la communication post-crise, mais aussi faire le lien avec les actions qui sont identifiées dans le plan d'action de la CEDEAO en matière de tourisme, le plan Écotour 1929, qui est celui-là qui guide toutes les actions du programme tourisme depuis son adoption en 2018. Donc, si cette proposition vous agrée, on peut déjà ouvrir les débats juste après la réunion et convenir d'un agenda dans ce sens. Je vous remercie infiniment. Encore une fois, merci à vous, Madame Drabeau. Effectivement, je crois que vous avez raison, le premier trimestre 2022 va être chargé. Il nous appartient effectivement de nous organiser et ce ne sont pas les sujets qui manquent, mais nous accueillons avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de bienveillance votre proposition. Je pense qu'Elsia va rebondir très vite là-dessus. Merci beaucoup, Madame Drabeau. Je crois que Monsieur Dayak du Niger souhaite intervenir. Peut-être pourrions-nous partager avec vous un retour d'expérience, Monsieur Dayak? Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Très bien, on vous écoute. D'accord. Déjà, merci beaucoup pour cette rencontre très enrichissante. Je m'excuse parce que j'ai été appelé par ma hiérarchie, donc je n'ai pas pu suivre tous les débats. Je voulais juste déjà féliciter cette initiative qui est vraiment bienvenue dans le contexte actuel du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. On est évidemment très sensible à ces questions. J'aimerais juste rebondir un petit peu parce que malheureusement, je n'ai pas pu tout suivre, mais j'espère avoir rapidement les travaux pour pouvoir les disséquer et puis m'en enrichir. Je voulais juste rebondir un petit peu sur certaines choses, notamment évoquées par Madame Drabeau. D'ailleurs, je l'invite à voir avec ses services financiers pour qu'on organise cette rencontre à Niamey, avec l'OMT et la CEDEAO. On serait très heureux d'accueillir cet événement. Et aussi, comme vous savez, nous, évidemment, on est très touchés par les problèmes de sécurité. Je voulais juste dire peut-être ce qu'il serait important, c'est au niveau de l'OMT, qui est quand même une institution mondiale, peut-être, et avec la CEDEAO, faire un petit lobbying pour qu'on voit la question un peu de l'insécurité, évidemment, comme disait Madame Drabeau, pas comme une fatalité, mais des opportunités. L'insécurité qu'on a, ce qu'on appelle le terrorisme, en fait, c'est une insurrection. Et je pense, aujourd'hui, quand on regarde le contexte, ça part de zones qui avaient un caractère touristique très important et qui, depuis une quinzaine d'années, se sont vus interdire l'accès. Et je pense aujourd'hui, pourquoi je dis qu'il faudrait faire un petit lobbying, c'est parce que je pense que le tourisme est peut-être le secteur qui peut le plus contribuer à atténuer ces problèmes de sécurité. Parce que déjà, les acteurs du tourisme sont souvent issus de terroirs qui sont touchés par les conflits, donc au contact des populations, et surtout les revenus du tourisme vont directement dans ces terroirs et peuvent grandement contribuer à stabiliser ces zones. Donc c'était juste ça un petit peu ce que je voulais dire, c'est juste que ce soit l'OMT ou les institutions régionales, il y a un message peut-être à faire passer aussi pour qu'on prenne vraiment, comme disait Madame Stella, en compte ce secteur pour que on ne le néglige pas dans les solutions pour justement atténuer les effets de l'insécurité et puis petit à petit stabiliser ces zones un peu délaissées qui sont aujourd'hui qui ont été délaissées, qui sont aujourd'hui en crise. Donc, vraiment, c'était surtout ça que je voulais dire, c'est vraiment qu'on fasse un lobbying pour que soit vraiment pris en compte le tourisme qui peut vraiment grandement contribuer à la stabilisation de la région. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Daya. Je crois que nous partageons la même vision avec Madame Drabeau. Alors, bien évidemment, la limite de l'exercice sera toujours de respecter cet équilibre entre professionnalisation des acteurs du tourisme et capacité et maîtrise
à l'écosystème global à accepter que la démarche puisse se dérouler en parfaite sécurité. Donc cet équilibre-là, je reste convaincu que c'est par le travail et par le travail, encore une fois, une démarche presque scientifique peut-être, mais en tout cas une démarche professionnelle qu'on arrivera à repousser les limites. Mais merci de votre témoignage et je rebondis là aussi sur l'invitation à Niamey pour venir faire une présentation de l'OMT sur ce livre blanc et ses différentes capacités, différentes orientations que nous pourrions développer sur le terrain. Est-ce qu'on a encore une question? On a le temps de prendre encore une question? Pas trop? Bon, bah Elsia, il t'appartient de conclure alors. Okay. Merci Didier. Et d'ailleurs, permettez-moi de remercier les deux derniers intervenants, Madame Dragbo et Monsieur Dayak. Sûrement, nous, en tant que l'OMT, on ne manquerait pas de faire un suivi parce que pour nous, c'est très important de continuer ce travail. If you allow me now, I will continue in English. But, si vous me le permettez, je vais poursuivre en anglais. Je voulais vous dire qu'avec le lancement de ce livre blanc, ce que je crois que c'est une porte ouverte, c'est un point de départ pour avancer dans le travail que vous nous avez confié, vous les États membres. Par rapport au programme d'action stratégique de l'OMT pour l'Afrique, ça fait 2 ans qu'il a été lancé, ce programme d'action. Il nous a fallu réduire le niveau d'activité à cause de la situation actuelle, que l'on connaît bien, mais comme l'a dit Didier, l'an dernier au moins, nous avons pu organiser une série d'ateliers virtuels et les États membres y ont participé très activement. Et ça nous a encouragés à continuer à travailler pour diffuser notre travail et pour continuer à travailler et reprendre le travail en présentiel. Donc, vous êtes les bienvenus, vous, les pays, les organisations. Si vous voulez continuer à travailler et faire avancer ce travail que nous avons commencé avec l'UMOA et le NEPAD, on a entendu Mme Dragbo et le Niger, bien sûr. On tient compte de leurs interventions, mais nous sommes ouverts à d'autres destinations. On pourrait adopter une approche régionale. Nous sommes très ouverts, donc. Et nous souhaiterions pouvoir mobiliser le plus grand nombre possible de parties prenantes pour avancer dans le cadre de ce projet qui a été initié avec Didier Ranchon et son équipe. Pour terminer, je vous encourage à promouvoir très largement ce livre blanc. Nous avons déjà communiqué les liens pour avoir accès à la publication. Et puis, nous ferons un travail de suivi auprès de nos États membres. En fait, on n'a pas seulement mobilisé la région africaine. On veut étendre la portée de ce travail. On voit bien qu'il y a des tas d'exemples et d'expériences à partager. On aurait voulu que cette réunion dure un peu plus pour entendre un plus grand nombre d'interventions, mais quoi qu'il en soit, ce qui compte, c'est que nous espérons pouvoir nous réunir en présentiel l'an prochain, pouvoir donner le coup d'envoi de la série d'ateliers et de formations. Ça sera bon pour renforcer les capacités des acteurs de la filière tourisme. Avant de terminer, Mme Fotabong a travaillé très étroitement avec nous en coulisses de l'Aouda NEPAD. Je vais l'inviter à dire quelques mots, peut-être, avant de clore la session. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'un point de départ. Ce n'est que le début d'un grand travail. Avant de donner la parole à Mme Fotabong, je voudrais remercier tous les collègues de l'OMT. D'abord, Juliana, qui a joué un rôle clé pour cette publication, notre collègue Michel, Dirk
Et bien sûr, toute mon équipe du département pour l'Afrique, M. Mayaki, le directeur adjoint, Sineb Remal, administratif de programme, et aussi Simon, qui a joué un grand rôle dans la réalisation de ce travail, et aussi le reste de l'équipe qui a travaillé dans l'ombre dans le cadre de ce travail. Merci à tous, merci aussi aux experts et aux autres départements. Madame Fotabong, c'est à vous, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elsia. Eh bien, avec toutes les salutations voulues, je ne sais pas qui est encore là dans la réunion. Je tiens à saluer le leadership de l'UMEA, à saluer les collègues de l'OMT et toute votre équipe, Elsia. Et je voudrais surtout remercier tous les États membres qui étaient représentés à cette cérémonie importante du lancement du livre blanc. Je ne vais pas m'appesantir parce que mon chef, le secrétaire exécutif, M. Mayaki, a déjà tout dit concernant l'importance de ce livre blanc. Étant donné le poids et la contribution stratégique du tourisme pour le PIB de la plupart des pays africains. Je voudrais juste répéter ce qu'il a dit concernant les partenariats, parce que l'élaboration de ce document est l'aboutissement d'un partenariat solide et stratégique entre nos trois institutions. Dans le monde d'aujourd'hui, alors même que nous cherchons à nous rétablir, à nous relever de la COVID, on ne peut rien faire si l'on ne travaille pas ensemble, en partenariat, en mettant à profit les points forts des différentes organisations pour mettre au point des outils et pour mettre en œuvre les instruments que nous avons réussi à élaborer. C'est important pour appuyer les États membres et le redressement de leur secteur du tourisme. Je voudrais juste relever les points excellents relevés dans les interventions des États membres, pas seulement du continent africain, mais de toutes les régions du monde. On s'aperçoit qu'il y a toute une mine d'expérience. Et ce livre blanc, justement, cherche à documenter quelques-uns de ces exemples. Nous attendons vraiment avec intérêt de poursuivre cette collaboration avec l'UEMOA et en particulier avec l'OMT. C'est un partenariat qui existe de longue date maintenant avec l'organisation et un partenariat qui a été décisif pour aboutir à ce travail conjoint de l'OMT et avec l'AUDA NEPAD et l'UMOA. Nous souhaitons aller plus loin dans cette collaboration et travailler avec l'OMT pour voir quelles mesures concrètes pourraient être engagées ensemble. Maintenant qu'on a ce document, qu'on a ce livre blanc, c'est très bien et nous le rendons public aujourd'hui. Mais maintenant, ce qui compte, c'est la mise en œuvre des outils que l'on trouve dans ce livre blanc. En 2022, nous comptons travailler avec tous les partenaires, avec les États membres, avec le secteur privé, avec l'OMT, pour voir comment faire en sorte que ces outils soient utiles pour les États membres, comment faire que ces États membres s'approprient ces outils et qu'ils les utilisent pour pouvoir renforcer le secteur du tourisme.
Je crois que c'est Mme Grabo qui a dit qu'il fallait réinventer le secteur. C'est ce qu'on a besoin de faire à cause de cette expérience qu'on a vécue ces 18 derniers mois avec la COVID-19. Cette expérience nous a montré que les crises se produisent et continueront d'arriver. Il y a eu la COVID, il y a les changements climatiques, donc il faut être prêt. Il ne faut pas se contenter d'attendre que survienne une crise. Maintenant, nous avons des outils, nous avons une approche dans ce livre blanc et ça va aider les États membres à être mieux armés face à ces réalités. Et le docteur Mayaki l'a dit, oui, c'est vrai, on est en crise, mais ce livre, en fait, était déjà envisagé, un projet avant même la crise de la COVID. Donc, la crise de la COVID n'a fait que renforcer la nécessité d'avoir ce document. Maintenant, on l'a, ce document. Eh bien, voyez un peu quelles sont les possibilités à saisir pour que le tourisme reste viable et continue de créer des emplois et d'ouvrir des débouchés pour la population de l'Afrique et du monde entier. Merci à tous. Merci à l'OMT, à l'UEMOA. Nous voulons travailler avec les États membres au fin de la mise en œuvre de ce livre blanc et nous vous souhaitons à tous d'heureuses fêtes de fin d'année et une très bonne année 2022. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame Fotabong. Le docteur Mayaki s'est reconnecté. Docteur Mayaki, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Nous en sommes arrivés presque au terme de notre session. Non, merci beaucoup. Estherine a tout dit, c'est-à-dire qu'il fallait maintenant passer à la mise en œuvre. Merci beaucoup. Le mot-clé qu'on a cité ici est celui de partenariat. C'est ce dont il s'agit, oui. Et comme on l'a entendu, la prochaine étape maintenant, c'est d'avoir des réunions présentielles sur le terrain. C'est d'avoir des discussions plus approfondies, des formations, des ateliers avec les différentes parties prenantes. Et comme l'a dit Mme Dragbo, maintenant, il faut voir comment on se positionne pour la suite après la pandémie. C'est un document évolutif. Didier nous le répète sans cesse. Aujourd'hui, il y a la pandémie. Demain, ce sera autre chose. L'important, c'est d'être préparé et de savoir comment s'y prendre. Merci. Merci à vous tous de vous être connectés. Merci pour vos interventions qui ont été très enrichissantes. Je vois aussi des messages de COMESA. Nous serons en contact naturellement avec vous tous pour diffuser très largement ce livre blanc et aussi pour les prochaines étapes. N'hésitez pas à nous écrire. Il y a aussi notre site web. Donc, contactez-nous. L'équipe me dit qu'on voulait faire une photo de famille. Je vous demanderai d'allumer votre caméra pour qu'on puisse prendre une photo de tous les participants à la séance d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Simon, est-ce qu'on est prêt pour la photo? La photo de groupe maintenant. Three, two, one, go. Excellent, thank you very much. So we're going to do two more. Encore deux prises, s'il vous plaît. Yeah. Yes, one moment. So 3, 2, 3, 2, 1. And one more, please. Et une dernière photo, s'il vous plaît. Une toute dernière. Okay. Great. 2 seconds. Donnez-moi un instant. So 3, 3,
2, 1, photo. Merci beaucoup. Merci encore. Au revoir.